La droite qui rit, la gauche qui pleure, le Front National qui sourit, c'est en quelque sorte le résumé de ces élections municipales. Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission exceptionnelle en direct sur France 3 entièrement consacrée aux élections municipales. 45 minutes pour tenter de comprendre, d'analyser les résultats, de les mettre en perspective. Avec moi sur ce plateau, Olivier Hill, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue à Sciences Po Grenoble. Première question pour commencer, Olivier. Quelle est l'ampleur de ce vote sanction à l'égard du couple exécutif, bien sûr, François Hollande, Jean-Marc Ayrault? Il est tout simplement sans précédent. Jamais on n'avait vu, en effet, dans l'histoire électorale locale, un tel désaveu signifié à des listes conduites par la gauche. C'est véritablement, sur une échelle de Richter électorale, d'une intensité maximale. Alors justement, cette sanction fait les gros titres des journaux ce matin, vous allez le voir. Les titres sont durs et sont violents. Libération, par exemple, parle de la punition. Le Figaro, lui, titre sur la vague bleue déferle sur Hollande. Pour aujourd'hui en France, François Hollande est condamné à changer et même l'équipe ne résiste pas et fait allusion à l'actualité politique avec ce titre La Vague Verte, allusion bien sûr au derby Lyon-Saint-Étienne qui se jouait hier soir. Alors, la vague bleue, on en parlait il y a quelques secondes, a submergé des territoires socialistes qui étaient de vrais bastions PS et ça c'est une surprise. Oui, on peut résumer au fond l'ampleur du mouvement par la formule d'un grand élu, dépité, amer même, qui disait « En 2 ans de gouvernement, on a détruit 30 ans de travail local ». Oui. C'est dire donc si effectivement le désarroi est grand aujourd'hui. Et ces mots sont forts. Alors justement, quels sont ces bastions socialistes qui ont basculé? Pourquoi? Élément de réponse avec Stéphanie Larion et Emmanuel Font. Symbole de la déroute de la gauche dans ces municipales, la majorité réussit l'exploit de perdre 155 villes et parmi elles, des fiefs historiques du PS qui basculent à droite. Après Niort, ravi dès le premier tour à la socialiste Geneviève Gaillard par l'UDI Jérôme Baloge, plusieurs bastions sont tombés hier soir, comme Belfort, le fief de Jean-Pierre Chevènement, détenu par la gauche depuis 1977, et où s'impose l'UMP Damien Mello avec 47,39%. Idem à Tours, où le sénateur maire sortant Jean Germain essuie une cuisante défaite face à une liste d'union de la droite qui obtient 49,76% des voix. En Savoie, Chambéry, géré par la gauche depuis 25 ans, bascule à droite avec la victoire de Michel Dantin qui avait frôlé l'élection dès le premier tour et qui là obtient 54,74% des suffrages. Dans le Nord, malgré la 3e victoire de Martine Aubry à Lille, le PS fait grise mine avec 2 défaites, là aussi symboliques, à Roubaix et Tourcoing. Tourcoing où le maire sortant, Michel-François Delannoy, s'est incliné face au jeune député UMP Gérald Darmanin qui obtient 45,61% des votes. Même scénario à Roubaix où les divisions à gauche et l'abstention ont fait les affaires du candidat de la droite, Guillaume Delbar, qui s'impose de justesse dans une quadrangulaire avec 34,85% des voix. Autre perte historique dans la Nièvre avec Nevers, bastion socialiste depuis 43 ans, ville de l'ancien Premier ministre Pierre Bérégovoy qu'il dirigea durant 10 ans de 1983 à 1993. Et c'est Denis Thuriot, ancien socialiste à la tête d'une liste sans étiquette, qui s'est allié entre les 2 tours avec l'UMP et l'UDI qui remporte la mairie avec 49,80% des suffrages. Enfin, autre symbole marquant de cet échec de la gauche, Limoges qui à la surprise générale tombe dans l'escarcelle de la droite avec la victoire d'Émile Roger-Lomberti face au maire sortant Alain Rodet, contraint à un second tour pour la première fois depuis près de 25 ans. Un séisme politique dans cette ville gérée par la gauche depuis plus d'1 siècle. Oui, alors on vient de le voir, Olivier. Limoges, dirigé par la gauche socialiste depuis 1912, a basculé. C'est inimaginable. Oui, c'est un véritable séisme. Ce sont des fiefs historiques qui tombent depuis hier soir. Il faut rappeler que, au fond, Limoges avait connu depuis 1912, si l'on accepte les périodes de guerre, 3 maires. Léon Betoul, Louis Longequeux et M. Alain Rodet. C'est dire si donc le mouvement qui a été observé hier restera dans les annales. Alors justement, Alain Rodet s'est exprimé hier soir après l'officialisation de sa défaite. Je vous propose de l'écouter. J'assume la défaite, j'assume ce résultat, la déception, l'amertume. Ce que je veux dire, et c'est peut-être le mot que je voudrais faire passer aux membres de la nouvelle équipe qui aura en charge l'avenir de la ville, c'est que même s'il y a eu une assez longue période de gestion de la gauche et du Parti socialiste, la mairie de Limoges a toujours été la mairie de tous les citoyens.
Alors Olivier, le PS est quand même parvenu à garder des villes clés comme Paris, Strasbourg, Lille, Lyon. On peut quand même parler de déroute ce matin ? Oui, c'est une véritable déroute électorale, mais on peut dire qu'elle aurait pu être plus violente encore si les triangulaires, notamment occasionnés par la présence du Front National au second tour, n'avaient pas été si nombreuses. Quelques conquêtes très rares, on les compte sur les doigts d'une main, Douai, Bourges, Avignon. Au fond, Lourdes, plutôt que Bourges. Au fond, c'est une déroute, une vague électorale bleue à submerger le pays. Alors une élection qui s'est plus que jamais jouée cette année sur Internet, via les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ont été utilisés par les candidats comme outil de communication. Et pour en parler, on retrouve notre spécialiste web en direct de la rédaction, Vanessa Fies. Vanessa, bonjour. Bonjour, effectivement, ces élections ont réellement passionné sur les réseaux sociaux. Il y a eu des milliers, des millions de commentaires sur les enjeux, sur les résultats. Et pour vous donner un ordre d'idée, un chiffre, 130 000 conversations ont été menées sur la soirée électorale hier soir de France 3. Anne Hidalgo, hier soir, a d'ailleurs joué le jeu. Elle a annoncé sur Twitter son élection. Merci Paris. Cette information, cette image, elle a été partagée à 4000 reprises et ça continue encore aujourd'hui. Parmi les préoccupations aujourd'hui des internautes, les enjeux avec notamment cette carte de résultats, on voit Paris divisé. Il y a d'un côté la droite, de l'autre côté la gauche. Et cette division claire, elle incarne un peu toutes les disputes qu'il y a eu au sujet de Paris sur les réseaux sociaux. Inquiétude des internautes, l'abstention. On parle beaucoup de la défaite du PS, mais les presque 40% d'abstention, il est pourtant là le chiffre inquiétant, estiment certains, ou encore déçus des municipales, beaucoup se plaignent, mais beaucoup n'ont pas voté. Il y a également des pointes d'humour acide concernant les victoires du Front National. Si le distributeur automatique t'a refilé des francs ce matin, pas de panique, tu t'es levé avec un maire FN. Et puis encore cette image humoristique pour parler des résultats de chacun avec cette vague bleue, le Front National et la déroute des socialistes. Voilà Grégoire. Merci Vanessa, évidemment, on vous retrouvera tout au long de cette émission. Alors la vague bleue, quelle est son importance Olivier ? On peut quand même pas parler de tsunami. C'est quasiment un tsunami. On l'a vu, de très nombreuses régions, villes basculent vers l'UMP et ses alliés, notamment l'UDI. C'est donc un mouvement de fond, un mouvement d'ampleur qui sanctionne la nationalisation du scrutin, la sanction. Abstention plus vote de défiance a consisté au fond à rejeter la politique gouvernementale. On aura l'occasion de revenir. Alors justement, quelles sont ces villes qui ont basculé à droite ? Petit tour d'horizon signé Sophie Granel, Marie Perrin. Vague bleue, déferlante, raz-de-marée, les qualificatifs ne manquent pas ce matin pour décrire la victoire de la droite lors de ces municipales. Avec quelques symboles forts, en Midi-Pyrénées notamment, région traditionnellement ancrée à gauche. La droite reconquiert la ville capitale, Toulouse. Le maire sortant Pierre Cohen est battu de presque 6 points par le député UMP Jean-Luc Moudenc. Un succès non négligeable lorsque l'on sait qu'en 2012, la ville rose avait voté à 62% pour François Hollande. Autre région représentative de cette bascule à droite, Rhône-Alpes. Ici, la ville emblématique, Lyon, est restée à gauche, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. 23 des 92 villes de plus de 9000 habitants que compte la région sont ce matin aux mains de l'UMP et de ses alliés. Valence est dans ce cas. La préfecture de la Drôme retombe dans l'escarcelle de la droite après une parenthèse de 6 ans. C'est incroyable ce score, on fait presque 54% dans une triangulaire, donc la légitimité évidemment, la mobilisation évidemment, une baisse du score du Front National c'est un premier sujet de satisfaction, et puis finalement la démonstration qu'une campagne digne, avec un bon programme et une équipe soudée, ça produit des résultats. Autre reconquête de la droite rhône-alpine, Saint-Étienne. Après 25 ans de règne, l'UMP avait perdu la cité ouvrière lors des dernières municipales. Hier, elle a rectifié le tir avec une victoire assez nette de Gaël Perdriau, qui remporte plus de 47% des suffrages contre 40 au maire sortant Maurice Vincent. Et puis, il y a les victoires presque personnelles, celles remportées sur des proches du gouvernement. C'est le cas à Quimper, où l'un des conseillers de François Hollande, Bernard Poignant, est battu par l'UMP Ludovic Jolivet, jusqu'ici simple conseiller municipal dans l'opposition. À Reims, c'est un camouflet pour Adeline Hazan, cette proche de Martine Aubry, élue maire en 2008, perd son mandat au profit d'Arnaud Robinet, ému et conscient de la tâche qui l'attend désormais. Bien sûr, une immense joie et une satisfaction. Et je le dis, je remercie bien sûr l'ensemble des électrices et électeurs qui m'ont fait confiance, qui ont fait confiance à la liste que je conduisais. Mais au-delà des clivages politiques, je souhaite être le maire de tous les Rémois.
En Champagne-Ardenne a souligné aussi la victoire de la droite à Charleville-Mézières, une ville à gauche depuis la Libération. Tout un symbole. Alors Olivier, une question, est-ce que c'est vraiment une surprise parce que en fait traditionnellement ce scrutin local s'oppose au pouvoir en place? Non, ce n'est pas une surprise et comme vous l'avez dit, c'est même désormais habituel depuis une trentaine d'années. Ces scrutins dits intermédiaires sont l'occasion pour les électeurs et les électrices de sanctionner la pratique gouvernementale. Ils l'ont fait ici avec beaucoup de force et c'est cela qui surprend. C'est l'intensité de ce rejet, c'est la véhémence de l'acte électoral. L'intensité, mais aussi la forme, c'est-à-dire l'abstention. Nous avons eu affaire à une abstention frondeuse. Les électeurs ont littéralement refusé, lorsqu'ils étaient socialistes, de se rendre aux urnes. Et ces bulletins d'électeurs socialistes ont cruellement manqué au fond des urnes. Ils ont, en d'autres termes, voté avec leurs pieds. Oui, c'est ça. C'est un message très fort qu'ils ont fait passer. Un mot sur Quimper, Olivier. Là aussi, la défaite de la gauche était inattendue. Le maire sortant, donc Frédéric Poignant, qui est un très proche de François Hollande, a été battu. Une surprise? Une demi-surprise, on va dire, car c'est un fief, Quimper, mais qui, du fait de la proximité de son maire avec l'Élysée, évidemment, était scruté avec beaucoup d'attention. On savait que le vote sanction risquait d'être particulièrement puissant dans cette municipalité. Ça a été le cas. Et au-delà de Quimper, on le voit à travers les villes qui sont tombées, c'est au fond toute une expérience de socialisme municipal dans le Grand Ouest qui touche là ces derniers moments. Bernard Poignant, qui était un intime, il a d'ailleurs un bureau à l'Élysée. Alors justement, je vous propose de nous rendre à Quimper pour vivre cette soirée, là encore, inédite. Reportage. Dès 19h15, les choses semblent plier à Quimper. Les colistiers de Ludovic Jolivet ne cachent pas leur joie au fil des SMS. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. Pour le député socialiste Jean-Jacques Urvoas, en revanche, c'est une bérésina. Les résultats définitifs tombent 56-65 contre 43-35. C'est l'explosion dans les camps de la droite. Et c'est la mort dans l'âme que Bernard Poignant, très meurtri, annonce la victoire de son adversaire. Je leur souhaite bonne chance dans l'exercice de leur mandat, au service de notre ville, de tous ses habitants, comme de la communauté d'agglomération. Et ce soir, je ne ferai aucune autre déclaration que celle-ci. Je vous remercie. Dehors, c'est l'heure des embrassades à l'arrivée du nouveau maire de Quimper. La droite ne gagne à Quimper lorsqu'elle est unie. Et elle gagne non seulement lorsqu'elle est unie, mais lorsque la gauche est fatiguée et usée. C'était le cas aujourd'hui. Vous, c'est une sanction pour Bernard Poignant? C'est une sanction pour Bernard Poignant, bien évidemment. Une sanction de sa proximité avec le chef de l'État et sa distance avec les Quimpérois. Il le paye, effectivement, il le paye très cher. Mais il paye la crise économique, il paye les impôts, il paye le plan de transport, il paye la mise en application très mauvaise des rythmes scolaires à Quimper. Quand le corps et le cœur et la tête sont à Paris, eh bien voilà comment on paye et comment on est sanctionné par les Quimpérois. Pour Isabelle Lebal du Modem, qui a fusionné avec la liste de l'UMP entre les deux tours, cette fusion a payé. C'est une addition qui dépasse nos espoirs. C'est plus que nos deux listes au premier tour. Quimper a dit quelque chose ce soir, c'est-à-dire une envie de perspective nouvelle en termes de désenclavement, en termes de développement économique, de relations avec le monde. Et les bonnets rouges sont venus saluer la victoire de la droite à Quimper. Oui, scénario similaire à Reims où Adeline Hazan, la maire sortante socialiste proche de Martine Aubry, a été battue. Une surprise? Non, ce n'est pas une surprise. Cela fait partie de ces villes qui avaient été conquises en 2008 et puis qui basculent, ville plutôt sociologiquement de droite, une ville qui n'avait été acquise que par un duel fratricide entre Chiraciens en 2008. Alors je vous propose justement d'écouter la réaction d'Adeline Hazan. Elle était évidemment très déçue hier soir. Évidemment, beaucoup de tristesse, beaucoup de gravité également. Je crois que l'analyse des résultats est claire. Les voix du Front National se sont reportées sur la droite, comme quoi une triangulaire ne fait pas forcément les affaires de la gauche, comme je l'avais entendu pendant toute la campagne. Le candidat UMP, la liste UMP, a gagné de 4 points et évidemment, j'en prends acte. Alors que dit-on sur le web? Je vous le disais, cette élection a été largement commentée sur Internet. Vanessa Fils, vous êtes en direct de la rédaction. Oui, et l'heure est à l'état des lieux ce lundi sur les réseaux sociaux et sur Internet. Ainsi, certes, Anne Hidalgo va devenir la première femme maire de Paris, mais il faut aussi constater, selon le site Internet Slate, que seules 6 femmes seront maires de villes de plus de 100 000 habitants. Autre constat, les victoires ne sont pas toujours complètes. Certes, Gérard Collomb conserve Lyon, mais il va sans doute perdre l'agglomération. Le
terme vague bleue, quant à lui, énormément répété, a fait rire également sur Twitter. On n'avait pas employé un ton aussi dramatique depuis Titanic en 97. Et puis un dessinateur ironise sur le discours politique. Que dire de la défaite du Parti socialiste? Alors essayons des éléments de langage. Étant donné la crise, cette défaite relative est pratiquement une victoire. L'autre répond « J'ai un doute ». Voilà ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux et Internet. Oui, merci Vanessa. Vous avez vu des élections largement commentées, parfois avec humour. Alors, on a parlé du PS, on a parlé de l'UMP. Évidemment, on en vient au Front National qui a décroché 11 villes. C'est un succès? Oui, c'est un beau succès. On connaît ses objectifs. Il avait dit très clairement qu'il souhaitait conquérir une dizaine de villes. C'est le cas. Retrouver à peu près 1 millier de conseillers municipaux au soir du deuxième tour. Nous serons à 1 200 000. Donc là aussi, l'objectif est atteint. C'est au fond une façon pour le Front National de faire mieux qu'en 1995, même si des leaders ont néanmoins pâti de ce second tour et ne seront pas élus maires cette fois-ci. Alors le FN a aussi décroché le 7e secteur de Marseille qui correspond à peu près au 13e et 14e arrondissement de la ville. C'est pas une commune, ce sont donc les quartiers nord. C'est un symbole. Oui, c'est un symbole. N'oublions pas que ce secteur regroupe plus de 140 000 habitants, donc c'est un poids et d'une signification tout à fait réelle. Alors tête de liste dans ce secteur, c'était justement Stéphane Ravier. Qui est-il? Son portrait. Le baiser de la victoire pour Stéphane Ravier. Il vient de décrocher le 7e secteur après 15 ans de combat politique. Les premières paroles de cet homme de terrain sont pour ses militants. Un geste de conquérant et beaucoup d'émotions qu'il exprime en chanson. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La vie est belle, Marseille est bleue. Marseille est bleue et bleu marine. Chez les militants comblés, c'est un autre refrain. On savait que ça allait être serré pour ce deuxième tour. Et là, finalement, la victoire est là. Donc, écoutez, on est vraiment ravis. Écoutez, une grande joie. On est super contents, heureux de tout faire pour Marseille. Tous les gens du Front National et du Rassemblement Bleu Marine, ce sont des gens qui œuvrent pour les Marseillais. Ça, il faut que les Marseillais le comprennent. Voilà, les Marseillais intelligents. Le Front National réalise à Marseille des résultats historiques. 20 élus au conseil municipal, une mairie de secteur. Le parti a déjoué tous les pronostics. Stéphane Ravier devient une figure incontournable du Front National. Il souligne aussi l'effondrement du clan Menucci. Quand on est entouré comme il l'était localement par une dream team comme celle-là, c'est-à-dire Madame Galli, Monsieur Caselli, Monsieur Mas, c'est-à-dire des bébés Guérini, comme il l'est lui-même, il ne faut pas qu'il s'étonne d'en recevoir ou d'en obtenir des conséquences. Stéphane Ravier se retrouve à la tête d'une commune de 152 000 habitants, mais il aura très peu de pouvoir. Que va-t-il faire de cette victoire ? Alors on reviendra sur les victoires du Front National dans la deuxième partie. Avant de clore cette première partie, Olivier, un petit résumé de ce qu'on vient de dire sur ces élections. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Retenons tout simplement que l'abstention n'a jamais été aussi importante pour un scrutin de ce type sous la Ve République. Retenons le caractère historique de la défaite du Parti socialiste lors de ce scrutin. Retenons enfin la victoire éclatante du Front National et de ses alliés, la percée aussi du Front National, de l'UMP et de ses alliés, la percée du Front National lors de ces élections. Au fond, c'est une élection qui restera dans les annales. Il y aura un avant et un après scrutin municipal. Et c'est un succès pour Jean-François Copé? C'est un succès personnel, d'abord un mot, mais aussi pour sa formation politique. Il montre qu'il est capable de renouer avec la victoire, et une victoire éclatante. Une victoire éclatante. On en reparlera bien sûr dans quelques instants. On va se séparer juste le temps d'une très courte bande-annonce, puis nous reviendrons ici pour continuer à analyser, à scruter ces résultats, puis aussi à parler de demain, car évidemment ce scrutin local, vous allez le voir, a des enjeux nationaux réels. Restez avec nous, merci pour votre fidélité, merci Olivier, on se retrouve dans quelques minutes pour parler de la suite avec très grand plaisir. Merci à tous, à tout à l'heure.
Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie, une émission spéciale en direct sur France 3 pour faire le point sur ces élections municipales, comprendre, analyser le scrutin. Avec moi pour m'accompagner Olivier Hill, politologue à Sciences Po Grenoble. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors rapidement, que peut-on retenir des enseignements de ce scrutin ? Or, les 4 ou 5 enseignements majeurs que l'on peut retenir de ce scrutin sont les suivants. D'abord, une abstention record, tout le monde l'a constaté. Jamais les électeurs s'étaient aussi peu déplacés pour un scrutin municipal sous la Ve République. Ensuite, la victoire éclatante de l'UMP et de ses alliés, elle ne souffre pas l'ombre d'un doute. La défaite est aussi historique pour le Parti socialiste, c'est une véritable déroute électorale qu'il subit là pour ce premier scrutin après 22 mois de pratique gouvernementale et de quinquennat de M. Hollande. Et enfin, le dernier élément, c'est la percée réussie du Front National qui réussit à atteindre ses objectifs. Il paraissait au début peut-être un peu lointain. Or, on le constate, au terme du second tour, il a bel et bien réussi son pari. Alors, le Front National, on en parlait il y a quelques instants, a remporté donc 11 communes, notamment le 7e secteur. Ce n'est pas une commune, c'est un secteur à Marseille, mais qui a valeur de symbole. Autre résultat également, à Béziers, avec l'ancien dirigeant de Reporters sans frontières, Robert Ménard. Alors, il n'était pas sous les couleurs du FN, mais il était soutenu par le Front National. C'est subtil quand même. Oui, c'est une stratégie, celle du rassemblement bleu marine chez certains, chez M. Ménard, celle d'une respectabilité. Il était soutenu par Debout la République, qui lui a permis notamment de bénéficier d'une certaine complaisance de la gauche, notamment du Parti socialiste, puisque celui-ci s'est maintenu, ce qui a évidemment constitué des voix en moins pour le représentant de la droite gouvernementale. Alors justement, Olivier, je vous propose de partir à Béziers tout de suite pour revivre cette soirée insolite. Reportage. Il est un peu plus de 20h15. Sans attendre les résultats définitifs, Robert Ménard sait qu'il a déjà gagné avec près de 13 points d'avance. Le nouveau maire s'attelle alors à remporter son second pari, se défaire de son image de candidat du Front National. Dès ce soir, je suis le maire de tous les Biterrois. Je voulais être là pour le voir gagner. On est content parce qu'on avait beaucoup d'espoir en lui. L'intérêt, c'est qu'il va bosser, on l'espère, et on pense qu'il va bosser pour la ville. Le reste, la politique, on n'en a rien à fiche. Il a été élu parce qu'il a fait un bon programme. C'est pas tout le monde veut parler du Front National, mais enfin franchement, on se ressent pas là-dedans. Moi, j'adhère à rien. Il y en a marre de Elie Abou, Goudert, la même politique. Franchement, il faut aller du changement à Béziers. Je compte sur tous, y compris messieurs Abou, Duplat et Couquet, pour nous apporter un soutien sans réserve quand l'intérêt de Béziers sera en jeu. Mais les vaincus font pour l'heure la sourde oreille. Silence assourdissant à l'UMP qui perd la ville après 18 ans de gestion, faute d'avoir pu conclure un accord avec la gauche. Quant au socialiste Jean-Michel Duplat, il tente tant bien que mal de justifier son maintien, malgré une perte de 6 points entre les deux tours. Moi j'ai longuement réfléchi, ce n'était pas une décision facile à prendre. J'en ai discuté avec un de mes amis, Alain Fontanelle, qui est le secrétaire national du Parti socialiste aux élections, et je lui ai dit, on ne peut pas, le Front National est trop haut, Elie Abou ne parviendra pas à le battre, et nous ne sommes pas en mesure seuls de le battre. 23h, tandis que s'engage déjà la bataille pour la présidence de l'agglomération, les poubelles brûlent à la Devèze. En centre-ville règne le calme habituel. Béziers s'endort. Robert Ménard, maire de Béziers, c'était inattendu tout de même. Oui, encore que la campagne avait montré avant le scrutin, mais aussi lors du premier tour, que Monsieur Ménard caracolait au fond. Et donc c'est l'occasion d'affirmer encore une fois un type de personnel politique. C'est plutôt des personnels, on le voit là, bien implantés, reconnus par les électeurs qui ont au fond séduit, voilà, qui ont séduit plutôt que des figures classiques et donc des classiques des partis institués. Le FN qui décroche également Fréjus avec David Racheline, âgé de seulement 26 ans. Retour sur cette soirée avec nos confrères de Nice. Deux camps face à face qu'il a fallu séparer par des CRS. Hier soir à Fréjus, des anti-FN sont venus jusqu'à la porte de la permanence du candidat frontiste. Conséquence, le désormais nouveau maire élu avec 45,5% des suffrages a fait une apparition très tardive et en dehors de sa permanence. Un vainqueur au discours conciliateur, mais ferme.
Je pense que c'était hier la honte, car c'était hier la mauvaise gestion, c'était hier l'insécurité, c'était hier une politique catastrophique qui a conduit la ville à la ruine. Je crois que demain, si tous les Fréjussiens prennent leurs responsabilités, et je crois qu'ils le feront, nous devons redresser cette commune en étant rassemblés et apaisés. Arrivé deuxième avec 30,4% des voix, Philippe Mougin a dans sa réaction surtout distribué les bons et mauvais points. Je me sens triste, c'est pas parce que je suis arrivé et que j'ai fait 30% des suffrages que ça me satisfait. Ce que j'aurais voulu, c'est battre le Front National. J'aurais pu le faire si M. Brun s'était désisté, comme l'a fait Mme Di Meo, à laquelle je tiens à rendre hommage pour son courage républicain. Elsa Di Meo, justement, très loin de la place de la mairie où elle n'a pas voulu se rendre, n'a pas eu de mots assez durs pour ses adversaires. J'ai mal à ma ville, ce soir plus que jamais. Aujourd'hui, il est clair que la situation fréjussienne porte un responsable, M. Brun, depuis un certain nombre d'années, un coupable, M. Mougin, qui a refusé toute alliance dans cet entre-deux tours, et un commanditaire, M. Ginesta, qui peut se frotter les mains du haut de sa mairie rafaelloise aujourd'hui. C'est finalement vers 23h sur une place formigée complètement déserte que David Rachlin est enfin venu devant la mairie. C'est votre maison, là ? Non, c'est la maison de tous les Fréjussiens, monsieur. Oh, arrêtez. Non, c'est votre maison. Alors on l'a vu, le Front National est évidemment aujourd'hui un parti sur lequel il faut compter. Pour autant, est-ce qu'on peut maintenant parler de véritable tripartisme, comme l'évoquait hier soir la présidente du Front National, Marine Le Pen ? Non, assurément pas. Sur plus de 200 triangulaires dans lesquels le Front National était engagé, au fond, la moisson qui est celle constatée au soir du second tour, c'est une dizaine de municipalités qui tombent dans son escarcelle. C'est donc assez peu. Le mouvement a été limité. Et ce qui, au fond, continue de peser très lourdement sur la stratégie du Front National, c'est la difficulté à nouer des alliances. Et donc, ça le pousse à trouver des subterfuges, des stratagèmes comme ces jeux avec les étiquettes partisanes. Mais l'on ne peut pas parler de la fin de la bipolarisation de la vie politique française. Marine Le Pen, elle est un peu vite en besogne. Sans doute. Alors qu'en dit-on sur le net ? Je vous propose de retrouver Vanessa Fies en direct de la rédaction. Vanessa ? Que faire maintenant après la défaite ou la victoire selon son camp? C'est la question qui se pose actuellement sur les réseaux sociaux et sur Internet. Alors pour Martine Aubry, cette défaite de la gauche municipale doit amener à redonner du pouvoir d'achat aux Français. Là est l'enjeu. Pour Frédéric Lefebvre du côté de l'UMP, s'il faut remanier le gouvernement, il ne faut pas oublier l'opposition. Il faut tout autant remanier l'opposition. Cela signifie refondre et pas seulement corriger. Les internautes, eux, s'amusent au jeu des pronostics avec un hashtag « Toi aussi tente ta chance ». Alors celui-ci dit qu'il va mettre Ségaud, donc François Hollande va mettre Ségolène Royal Premier ministre. Et puis beaucoup de voix s'élèvent également pour dire celui qu'il faut sortir, c'est le président François Hollande. Pourquoi un remaniement? C'est comme si dans un avion mal piloté, on changeait les hôtesses et les stewards. Beaucoup de commentaires de ce genre assez haineux contre le président lui-même. Voilà. Merci Vanessa, on vous retrouve évidemment tout au long de cette émission. Alors, au-delà du Parti Socialiste, de l'UMP et du Front National, il y a également eu des victoires surprises hier soir. Par exemple à Grenoble où le candidat d'Europe Écologie Les Verts, Éric Piolle, a été élu maire de la ville. Pour le coup, personne ne le voyait venir. Oui, on peut même dire que c'est une surprise du fait de la pratique sondagière qui avait convaincu beaucoup d'électeurs qu'il allait se passer autre chose. Une semaine avant, un sondage annonçait la victoire de M. Safar avec près de 10 points d'avance. Or, c'est bien la liste de Europe Écologie Les Verts, mais aussi du Parti de gauche, mais aussi du Réseau citoyen qui l'a emporté. C'est donc une nouvelle page de la gauche expérimentale et de la gauche non socialiste qui s'ouvre dans une ville qui a connu les groupes d'action municipaux de M. Dubedou. C'est tout un symbole. Alors, retour sur cette soirée avec nos confrères de Grenoble. 22h hier soir, une foule de Grenoblois attend le nouveau maire. Sur le parvis du musée, les partisans d'Éric Piolle laissent exploser leur joie. Trop ému, c'est au moins un changement pour Grenoble. Et Grenoble devient la première ville écologiste de France, de plus de à peu près 100 000 habitants. Quand il parle de Grenoble, j'ai l'impression qu'il parle de nous, ce qui n'est absolument pas le cas avec les autres. L'ambiance des grands rassemblements populaires. Ce soir, il se passe quelque chose à Grenoble, sont les premiers mots du vainqueur. Bonsoir Grenoble! Bonsoir à tous et à toutes. Ici, c'était possible. Et on l'a fait.
1 heure plus tôt, dans le QG des socialistes, les militants découvrent les premières estimations du vote. C'est la douche froide. Jérôme Safar, qui vient d'arriver sur place, se retire dans son bureau. Comment vous vous sentez? Aucune déclaration pour le moment. Ah oui, surprise, bien sûr, oui. Oui, c'est dommage. Dommage, très dommage. Dommage pour Grenoble, mais c'est la démocratie, les Grenoblois choisissent. Le temps de rédiger un discours, le candidat battu viendra en fin de soirée s'exprimer devant son équipe de campagne. Dans les jours qui viennent, le travail de refondation du Parti socialiste à Grenoble et d'autres se posera. J'y prendrai ma place et déciderai alors du rôle que je continuerai à jouer à Grenoble. Je n'ai ni remords, ni regrets. L'heure du bilan chez les uns est déjà une forme d'impatience et le regard tourné vers demain chez les autres. Désormais, lorsque l'on parlera de Grenoble, on parlera moins du discours de Sarkozy. Quand on parlera de Grenoble, on parlera de cette victoire un peu inattendue pour les états-majors parisiens. On parlera de cette initiative citoyenne qui a gagné le cœur des gens. Au rythme de Sinseminia, puis dans un bar du centre-ville, la fête se poursuivra tard dans la nuit. Oui, résultat inattendu également à La Rochelle où c'est le dissident socialiste Jean-François Fontaine qui a été élu. Retour sur cette soirée, là encore, hors du commun. Symboliquement, Maxime Bonneau remet les clés du bureau du maire qu'il a récupéré dans l'incendie de l'hôtel de ville et les tend à Jean-François Fontaine, qui est donc le nouvel élu avec 43,7% des voix. Le suspense n'aura pas duré longtemps, le dissident parti seul à la bataille l'emporte. Pour lui, c'est sa capacité à rassembler qui lui donne la victoire. On a fait la preuve de notre capacité à rassembler notre propre équipe, déjà avec Europe Écologie, avec le PRG, avec les centristes. Et demain, pour travailler, il va falloir que tous les Rochelais soient rassemblés. On va sortir d'une ligne de fracture qui a été importante. D'aucuns lui feront remarquer que c'est dans les bureaux traditionnellement ancrés à droite qu'il a réalisé ses meilleurs scores avec un apport massif des voix de l'UMP. Mais sa principale rivale ne reprend pas le thème à son compte. Les électeurs ont choisi point barre. Elle fera, dit-elle, de l'opposition constructive. Je prends date aussi, parce qu'il y a 6 mois, on m'appelait Miss 3%. Donc je prends date pour la suite. Et je tiens à dire d'abord aux électeurs qui m'ont fait confiance que je les remercie et que je saurai encore une fois me montrer digne de leur confiance. Je serai attentive, assidue en conseil municipal et je serai vigilante à l'avenir de La Rochelle. La Rochelle reste donc à gauche, mais une gauche divisée et abîmée qui va devoir se reconstruire. En sera-t-elle capable? C'est toute la question. Une question, Olivier, j'ai envie de dire, et le Parti communiste dans tout cela, eh bien, il s'effrite, mais il limite la casse. Il a conservé Montreuil et également Vénissieux dans le Rhône. Oui, tout à fait. Et même si l'on regarde plus finement dans certains départements sensibles, comme les Hauts-de-Seine, comme le Val-de-Marne ou la Seine-Saint-Denis, on peut dire que certes, il a connu des défaites, et parfois assez brutales, comme Bobigny, mais aussi, on peut dire qu'il a su maintenir, avec une stratégie qui n'était peut-être pas toujours la plus lisible, l'essentiel de ses fiefs. Alors, je vous propose de nous rendre justement à Vénissieux pour écouter Michel Picard, le maire communiste de la ville. Il commande sa réélection. Je crois que c'est une équipe qui est compétente, en même temps avec un bilan, avec un projet et surtout qui est restée droite dans ses bottes. Et j'ai l'impression que ce soir, l'honnêteté, la sincérité gagnent. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Avec de fortes divisions à gauche, il va falloir gérer l'après maintenant. Oui, mais à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, c'est la victoire. Et c'est comme ça que je le vis. Vous avez une majorité sans finalement vos anciens alliés, c'est pas plus mal pour vous, ça va être presque plus confortable. Oui, un peu. Allez, un dernier détour sur le web. Que dit-on sur les réseaux sociaux, Vanessa Fiz? En fait, il y a un mot qui revient toujours, remaniement. Remaniement, on ne parle que de ça ce midi. Alors d'abord, le remaniement, Jean-Vincent Placé, l'écologiste, se démarque en disant le remaniement n'a aucun intérêt et aucun sens. Encore faut-il qu'on ne lui demande pas de devenir ministre. Le remaniement, des enquêtes et des photos. On est place Beauvau, ministère de l'Intérieur, des camions de déménagement. Que se passe-t-il? Ou encore, Valls arrive sur un plateau à l'Élysée. Il y a encore remaniement en direct, des pronostics, Valls, Fabius, Delanoë pressenti, mais c'est Manuel Valls le favori selon les sondages, à moins que, on évoque aussi l'Arche Delanoë. Merci beaucoup Vanessa. Alors ces élections ont un autre enjeu, moins visible et pourtant essentiel pour la première fois. Les électeurs ont désigné les représentants des intercommunalités. Alors c'est quoi? Tout de suite, mode d'emploi.
Intercommunalité. Intercommunalité, nom féminin désignant un regroupement de communes qui leur permet d'exercer ensemble certaines compétences. Le principe de l'intercommunalité, c'est que l'union fait la force. L'oignon aussi du même coup, puisque l'intercommunalité, c'est une couche supplémentaire dans l'organisation territoriale française. L'intercommunalité est, comme la laine que donne l'oignon, pas très sexy, mais comme l'oignon, assez utile. Elle permet une mutualisation des moyens, des financements et donc des économies d'échelle et d'un tas d'autres trucs aussi. Une intercommunalité est gérée par des représentants des communes concernées. Bonjour, les conseillers communautaires. Cette année, il y a du nouveau du côté des communes de plus de 1000 habitants. Les conseillers communautaires sont élus en même temps que les conseillers municipaux. Youpi! Attention, accrochez-vous à votre échelle, l'épluchage commence, il va falloir suivre. Les électeurs votent pour une liste de candidats au conseil municipal et en même temps pour une liste de candidats au conseil communautaire. Vos paupières sont lourdes. Sans pouvoir séparer les deux. La liste des candidats au conseil communautaire est plus courte. Elle est par ailleurs établie selon la technique du fléchage. Le code de la route n'a rien à voir là-dedans. En gros, mais alors en très très gros, un candidat doit avoir la même place sur les deux listes. Et pour ne pas en rajouter une couche, rassurez-vous, les deux listes sont sur le même bulletin. Comme quoi, en amour comme en politique, si l'union est indispensable, l'oignon, lui, n'est définitivement pas très sexy. Alors Olivier, si je comprends bien, on peut décrocher la mairie, mais ne pas être pour autant majoritaire. Tout à fait, et on voit à travers ce petit reportage que derrière l'élection municipale, ce qui se jouait aussi, c'était une première, c'était évidemment une élection intercommunale. Alors ce mot peut sembler un peu lourd ou difficile ou technique, il désigne tout simplement la présence d'établissements publics qui permettent de déployer des politiques publiques au-delà des frontières d'une commune. Bref, c'est une réponse aux millefeuilles administratifs et une réponse qui va s'amplifier dans les mois qui viennent puisque des métropoles vont voir le jour à partir du 1er janvier 2015, des métropoles qui vont permettre de récupérer des compétences qui étaient jusque-là dispersées entre plusieurs acteurs, conseil général, communes, etc. Ensuite. Voilà, pour proposer des modes de pilotage beaucoup plus efficaces. Alors c'est en ce qui concerne justement cette majorité, l'incertitude à Bordeaux, à Lille, mais aussi à Lyon. Je vous propose d'écouter Gérard Collomb, le nouveau maire de Lyon, donc qui, toujours depuis 3 ans, mais qui a été réélu, et il s'exprime sur cette problématique. Bonsoir Monsieur Collomb. Bonsoir. Et de 3. Et de 3. Et de 3, grâce au travail que nous avons accompli avec l'ensemble des têtes de liste. Vous voyez par exemple Thomas Rudigoz qui gagne de 8 points dans le 5e arrondissement. C'était quelque chose qu'on n'attendait pas forcément. Et donc c'est une très belle victoire, surtout si l'on compare évidemment au contexte national. Question au président du Grand Lyon, vous gardez Lyon, vous gardez Villeurbanne, vous gagnez Vaux-en-Velin, vous gagnez Bron, mais il y a beaucoup de défaites quand même ce soir qui fragilisent aujourd'hui votre opposition Grand Lyon. Nous allons essayer de faire pour le Grand Lyon ce que nous avons fait pour Lyon, c'est-à-dire rassembler largement par-delà les sensibilités politiques. Et donc je ne doute pas que l'on puisse trouver un large rassemblement au Grand Lyon pour la future métropole. Oui, à Montpellier aussi, c'est incertain. Les socialistes ont décroché la mairie, mais rien ne dit qu'ils auront la majorité lors de l'intercommunalité. Reportage. Scène de liesse et marche triomphale pour le futur maire de Montpellier. Philippe Sorel, le tombeur du socialiste Jean-Pierre Moore, avec 8000 voix d'avance, a été chaleureusement accueilli en mairie par son ultime soutien, la sortante Hélène Mandroux. Vous avez compris que c'était vous qui deviez choisir ce 61e maire et personne d'autre. Et je suis sûr que vous allez avoir une équipe absolument extraordinaire, une équipe formée de Montpelliérains et de Montpelliéraines qui sont là pour être à votre service et non pas à leur service. Philippe Sorel, qui a promis la présidence de l'Agglo à son fidèle compagnon Max Levita, prend la tête d'une majorité divers gauche et citoyenne. C'est le plus beau combat que j'ai livré jusqu'à présent. Et c'est un combat qui a été fait avec la passion, avec la foi du charbonnier et avec rivé au cœur vraiment l'espoir de toute une population. Il obtient 45 sièges contre 9 pour les socialistes et les Verts en déroute. À Montpellier, la machine de guerre conçue par Georges Frêche a déraillé. Jean-Pierre Moore n'augmente que de 2 points son score entre 2 tours. Il se contente de lire une déclaration à la presse et aux militants. Je félicite le vainqueur.
il sera jugé aux actes et à sa capacité à élargir un parcours personnel à l'intérêt général. Partout en France, un rejet des partis s'est exprimé, favorisant l'émergence de candidatures anti-système. Montpellier n'a pas échappé à la règle. Pas même une vaguelette bleue à Montpellier. Avec 25%, Jacques Domergue fait avec ses alliés du centre moins bien qu'en 2008 seul. Heureux visiblement d'avoir contribué au changement. Ça confirme ce qu'avaient annoncé les sondages, avec une amplification de la dynamique de Philippe Sorel. Voilà. Je le dis comme mot, bravo l'artiste. Je vois que le Front National a baissé, donc probablement qu'on a récupéré des voix de ces électeurs-là, mais je pense que nos électeurs centre-droit ont continué à aller vers Sorel, et puis peut-être qu'il y a eu un sentiment de vote utile aussi, anti-mot. Hélène Mandroux quitte la mairie, le Front National fait son entrée avec 3 élus. Un conseil recomposé, autoproclamé au-dessus des partis, élira samedi le 61e maire de Montpellier. Alors Olivier, une question maintenant et après, puisqu'on l'a vu, on l'a dit, ce scrutin local a bien sûr des enjeux nationaux et on parle déjà d'un remaniement gouvernemental. Oui, on l'a vu, les spéculations vont bon train, notamment dans les médias. Qui succédera à Jean-Marc Ayrault ? Nous serons sans doute fixés assez vite. Plusieurs hypothèses. La première, c'est peut-être qu'il se succède à lui-même, c'est après tout la tradition sous la Ve République. D'autres noms circulent. Manuel Valls, par exemple. Laurent Fabius, Didier Migaud, d'autres noms circulent. On verra évidemment ce qu'il en est. Il peut y avoir aussi des surprises si, au fond, sort du chapeau un autre lapin que ceux que l'on vient d'évoquer. Comme par exemple Bertrand Delanoë ? Peut-être. Alors, vraie question également, à votre avis, cela s'accompagnera d'un changement politique ou, honnêtement, c'est un vrai coup de communication ? Tous les signaux se sont allumés en ce sens. Le chef de l'État ne souhaite pas dévier de la ligne politique qu'il a fixée. Et donc, il va falloir, évidemment, pour lui, préparer ses équipes à affronter d'autres scrutins, sans doute aussi d'autres coups de semonce, car nous entrons dans un cycle politique qui va être marqué dans les 18 prochains mois par de nombreux scrutins. Et cette dimension plébiscitaire, que l'on a vu très à l'œuvre ici pour ce scrutin municipal, risque de se produire à nouveau et de contaminer les prochaines élections. Bref, l'ombre portée du chef de l'État risque encore beaucoup de nuire au futur scrutin. Alors justement, vous parliez des prochaines échéances, les européennes, les sénatoriales. Est-ce que le PS, là encore, peut connaître une déroute ? Eh bien, tout semble indiquer que ces élections seront très difficiles et d'abord les modes de scrutin seront encore plus compliqués à gérer pour les équipes en place au gouvernement. Ces scrutins risquent d'être très difficiles pour le Parti socialiste. Au printemps 2015, ce sera le tour des cantonales et des régionales. Et là aussi, on risque d'assister à un mouvement de balancier très puissant. Rappelons que 21 régions sur 22 sont entre les mains de la gauche aujourd'hui. Combien resteront dans cet état au soir du second tour des élections régionales ? En revanche, le Front National peut faire de très bons scores aux européennes. C'est tout à fait possible. C'est d'habitude un scrutin qui lui plaît beaucoup. D'abord parce que c'est une représentation proportionnelle intégrale dans le cadre de grandes régions. Et donc, au fond, la représentation qui en résulte est bien celle que les électeurs ont adressée en votant et en déposant leur bulletin dans l'urne. C'est aussi l'occasion pour ces formations de montrer leur opposition à la construction européenne. Et on sait que l'euroscepticisme est très puissant en France. Et si on se projette encore plus loin, les présidentielles ? Ah, là, c'est encore plus difficile de scruter l'avenir puisque tout de même, c'est dans plus de 3 ans et donc près de 3 ans. Donc là aussi, ne regardons pas trop près le marc de café, on risquerait de s'y salir le nez. Ouais, je pensais que vous aviez une boule de cristal et que vous pourriez nous dire des infos. Bon, tant pis. Merci beaucoup Olivier Hill de nous avoir accompagnés tout au long de ces émissions. Merci à vous de nous avoir suivis et de tous vos messages de soutien. Merci également aux équipes éditoriales et techniques qui se sont mobilisées pendant près de 3 semaines pour nous faire vivre ces élections municipales, des élections passionnantes, aux enjeux souvent inattendus et qui ont donné lieu parfois à des accords surprenants. Merci à vous tous. Merci également à tous ceux qui nous ont accompagnés. Je vous souhaite une excellente après-midi sur France 3, bien sûr. Merci, à bientôt.